Bienvenue dans Impact at Scale, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies pour aligner impact positif et changement d'échelle. Je suis Adriana Peyruz, CEO des Impacteurs. Et très concrètement, on fait du conseil en impact positif pour les entreprises en phase de scale et du conseil en changement d'échelle pour les entreprises à impact positif ou les structures de l'ESS. Allez, trêve de bavardage et place à l'invité de la semaine. Salut Antoine. Salut Adriana. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Bah écoute, ça va, en forme, et surtout hyper contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc on va parler de l'engagement pour la transition écologique de Shine, Tout à fait. boîte plutôt très médiatisée et qui a une belle croissance en plus de ça. Mais avant ça, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Avec plaisir. Donc moi c'est Antoine Msika, je suis le responsable de la transition écologique de Shine. Et Shine, très rapidement, c'est le compte pro des petites entreprises et des entrepreneurs. Voilà. Et donc mon job, donc moi j'ai rejoint Shine il y a maintenant un peu plus de 3 ans. J'ai rejoint à la com à l'origine et depuis un peu plus d'1 an, je m'occupe de la transition écologique dont on va parler, j'imagine, un peu longuement. Parce que Shine, ça existe depuis combien de temps ? Alors le produit a été lancé, si je dis pas de bêtises, il y a 4 ans. Et la boîte a 1 an ou 2 de plus, quoi. Ok. Et donc là, concrètement, aujourd'hui, Shine, c'est quoi les chiffres principaux ? Est-ce que tu peux nous partager quelques KPI ? Carrément. Aujourd'hui, Shine, c'est un peu plus de 100 000 clients. C'est 200 personnes. Alors, le dernier chiffre que j'avais, je crois que c'est 185, quelque chose comme ça, mais on recrute non-stop. Donc, on doit être aux 200 ou en tout cas pas très loin. On a un bureau à Paris, dans le Marais, et on a, au dernier des comptes, je crois, quelque chose comme un tiers de l'équipe qui est en full remote, que ce soit en France ou un petit peu en Europe. Ok, et pour parler de chiffres aussi un petit peu impact, vous avez réalisé un bilan carbone ? Tout à fait. On a réalisé même 2 bilans carbone, même 3, pardon. On a réalisé 3 bilans carbone. Le premier, c'était en 2019. En fait, on a un moment, on s'est dit, c'était il y a 3 ans pile d'ailleurs, on s'est dit que ça serait quand même intéressant d'avoir une vision assez claire de notre impact, en fait. On avait en tête, on faisait attention à plein de choses, on faisait des efforts sur plein de choses, et on s'est dit qu'à un moment, ça serait quand même pas mal de vraiment savoir ce qu'on faisait, et pas juste une petite intuition. Et donc il y a 3 ans, on s'est lancé dans notre premier bilan carbone. À l'époque, on était une 30aine d'employés, si je ne me trompe pas. Et on a décidé, en faisant le bilan carbone, on a décidé de 2 choses. La première, c'est de le faire tous les ans pour avoir un suivi précis, parce qu'on anticipait quand même qu'on allait avoir une hyper croissance. Et la deuxième, c'était de le rendre public tous les ans aussi, avec 2 idées derrière la tête. La première, c'était de parler ouvertement de ce sujet-là, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas encore énormément dans le monde des startups. Et la deuxième, c'était aussi d'être transparent vis-à-vis de nos clients, qui sachent, quand j'ai un compte Shine, ça représente X kilos de CO2 à l'année, quoi. Ouais, parce que c'est à ce moment-là aussi que vous avez lancé le Climate... Alors c'était 1 an après à peu près. 1 an après, ok, mais en tout cas l'idée était déjà là ou pas forcément ? C'est venu un peu après. En fait, quand on a publié le premier bilan carbone, on a très rapidement eu quelques autres startups qui nous ont contactés en nous disant « Ah, c'est hyper intéressant, comment vous avez fait, ça me tente, mais j'ai un peu peur. » Enfin voilà, pas mal de questions. Et il y a quelques startups qui se sont lancées peu de temps après ou à peu près en même temps que nous. Et le deuxième bilan, on a refait le même exercice, on a republié. Il y a encore des startups qui m'ont recontacté, certaines de la fois d'avant qui avaient publié aussi leur bilan. Et en fait, on s'est dit que ça serait assez intéressant de faire une tribune pour essayer d'inciter d'autres startups à se bouger et aussi pour montrer qu'il y avait des startups qui s'engageaient, quoi. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'à la base, on voulait faire une tribune on s'était dit, allez, si on arrive à avoir une dizaine de startups qui nous rejoignent, on sera content, ça fera un truc sympa, ça fera parler des bilans carbone. Et en fait, on l'a lancé, on l'a écrite avec 2-3 autres startups. On l'a proposé à d'autres startups, d'autres fonds d'investissement qui l'ont proposé à leurs startups, etc. Et on s'est retrouvé à 100 signataires le jour du lancement. Voilà. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 300. En réel, c'est vrai que c'est assez rare de voir des startups faire un bilan carbone. La plupart des dirigeants se disent « Ok, c'est un truc de grand groupe, ça ne me concerne pas, c'est pour L'Oréal, Yves Rocher, ce genre de choses. » Et pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai pris que des boîtes de ce secteur-là. Mais on se dit que non, une startup, c'est tout petit. Est-ce que ça a véritablement un impact carbone ? Surtout dans le secteur du numérique, où c'est un petit peu intangible, c'est difficile à percevoir. Mais qu'est-ce qui vous a du coup décidé à le faire aussi sérieusement ? En fait, c'était vraiment cette idée de on ne peut pas être sérieux sur le sujet
si on ne mesure pas. En fait, on ne peut pas dire qu'on fait attention et on ne peut pas dire qu'on est propre si on n'a pas fait attention, si on n'a pas mesuré, si on n'a pas vraiment quelque chose de tangible, en fait, quelque chose qui nous dit voilà, donc vous avez émis cette année 100, vous êtes responsable de l'émission de 100 tonnes de CO2, c'était le montant du premier bilan, et voilà à peu près les postes d'émission. Du coup, et voilà comment réduire l'empreinte. Et si en fait, si on ne fait pas ce travail-là, on n'est pas sérieux, quoi, on n'est pas crédible. Et un point intéressant que tu as dit, c'est effectivement, on peut avoir tendance à se dire, c'est au plus grand groupe de le faire. De la même manière qu'on peut avoir tendance à se dire, nous Français, on a une toute petite empreinte, c'est plutôt gros pays de le faire, ou moi j'ai une petite empreinte, c'est plutôt les gros pollueurs qui devraient le faire. Il y a aussi cette idée que c'est faux, en fait, tout le monde doit le faire. Tout le monde doit agir, quelle que soit sa taille, etc. Évidemment, un Français moyen aura une empreinte infiniment plus petite qu'un milliardaire, et une petite entreprise dans le numérique aura une empreinte infiniment plus petite qu'un gros groupe industriel. Pour autant, si on prend l'exemple des startups, on n'arrête pas de parler des licornes, on n'arrête pas de dire que on a le Next 40, c'est le futur CAC 40, c'est vraiment les futurs fleurons de l'économie française. Et il y a un peu l'idée qu'on essaie de transmettre dans cette tribune, c'était de dire il est encore temps de prendre la bonne direction, quoi. Si vous vous réveillez dans 10 ans, quand vous serez le prochain grand groupe industriel, en fait, ça fera 10 ans que vous polluez. Et changer la barre, changer de direction à ce moment-là, quand vous serez 10 000 employés sur 50 pays, etc., ça sera une autre paire de manches que de le faire quand on est 500 en 2 pays. Et donc, c'est hyper important. Si on a l'ambition de devenir un grand groupe et de devenir une grande entreprise, c'est hyper important de poser des bases saines dès le début et de partir dans la bonne direction. C'était un peu ça le message du Climate Act. C'est vrai que beaucoup de dirigeants sous-estiment à quel point la transition écologique et sociale c'est directement lié en fait à la stratégie de l'entreprise. C'est pas quelque chose qu'on peut déléguer à un département dans l'entreprise qui s'occupe que de ça. Les fameux départements RSE qui sont généralement associés à la RH ou à la com et qui font ça un petit peu dans leur coin et c'est plutôt des mesures correctives, des mesures d'image, etc. En fait, si on veut que ça marche et que ce soit profond, il faut forcément le lier à la stratégie de l'entreprise et plus on le fait tôt, moins ça demande des efforts de transformation et donc moins ça demande de change management, ce qui coûte en fait hyper cher en termes de temps et d'énergie et d'argent. Et pendant ce temps-là, on a émis beaucoup de CO2. Pendant ce temps-là, on a émis beaucoup de CO2, ouais. Le premier bilan carbone, vous l'avez fait seul ou vous avez été accompagné ? Les 2 premiers, on a été accompagnés par un cabinet spécialisé, parce qu'en fait, nous, on n'y connaissait rien du tout. On avait une vague idée de ce que c'était, on connaissait le concept du bilan carbone, mais moi, je n'en avais jamais fait, je n'avais jamais lu un, je ne savais vraiment pas à quoi ça ressemblait. Donc, évidemment, on n'était pas en mesure de le faire nous-mêmes. Donc, on a fait appel à un cabinet spécialisé qui nous a fait ça. En fait, il y a une première partie qui est assez pas difficile, mais un peu complexe au début, c'est d'essayer de savoir avec qui on va travailler. Et ça, c'est une question que me posent beaucoup de boîtes qui me demandent des infos sur les bilans carbone, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup d'acteurs différents. Il y en a encore plus aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les acteurs numériques qui ont émergé depuis. Et en fait, c'est assez difficile de savoir avec qui il faudrait travailler, parce que selon la taille de l'entreprise, l'industrie de l'entreprise, selon le budget aussi, il va y avoir il va y avoir différentes possibilités. Et en fait, déjà les identifier, les connaître, c'est pas forcément évident. Et après, les choisir aussi, c'est pas forcément hyper simple. Alors, aujourd'hui, beaucoup de boîtes s'orientent vers des bilans carbone que tu peux faire avec des outils. Ça permet de gagner du temps, même s'il y a une trace, il y a un passage humain, quoi qu'il arrive dessus. Des outils comme Hello Carbo ou Greenly. Toi, quel est ton point de vue là-dessus ? Alors, je les connais bien, donc j'ai un point de vue assez positif. Il y a des grands débats sur le sujet. Je dirais que il y a déjà tout ce qui permet aux entreprises d'avoir une vision assez précise de son empreinte carbone, c'est bien en fait. Il n'y a pas forcément besoin pour pas mal d'entreprises, en fait, notamment les petites, il n'y a pas forcément besoin de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour avoir le top du cabinet de bilan carbone. Et au final, on va avoir certes le bilan carbone au pain au chocolat près, mais ça ne va pas aider à grand chose. Donc s'il y a des outils qui permettent d'avoir une estimation assez précise, au passage il me semble que Hello Carbo, Greenly et compagnie, Samy, etc., ils font des vrais bilans carbone. Mais donc s'il y a des outils qui permettent d'avoir une estimation assez précise,
rapidement, bah, tant mieux en fait, ça permet de prendre des petites, enfin de prendre des vraies décisions assez rapidement. Une des difficultés de ces outils-là, c'est que du coup, ils se basent beaucoup, parce que comme c'est automatisé, ils vont se baser sur les flux financiers. Et donc en fait, ils vont se baser sur ce qu'on appelle les ratios monétaires. Donc ils vont dire, par exemple, tu as acheté 1000 euros je sais pas, 1000 euros de tel service. En moyenne, 1 euro dépensé dans tel service, c'est 1 kg de CO2. Du coup, ça te fait une tonne de CO2. Et comme ça, c'est ça qui permet d'aller très vite en fait. Et c'est pour ça qu'aussi de plus en plus, ils affinent leurs outils, ils ont des humains qui passent derrière aussi pour affiner tout ça. Et le problème de cette méthode, c'est qu'elle n'est pas hyper précise. Voilà, donc c'est on va dire le petit défaut de ces outils-là. Mais derrière, moi je trouve qu'ils ont permis à plein de startups et plein d'entreprises de faire un bilan rapide et pas cher, et du coup d'agir derrière. Donc ça c'est trop bien, quoi. Et ils développent généralement des modules complémentaires justement pour venir compléter avec des méthodes de calcul qui sont différentes de cet aspect monétaire. Et du coup, le dernier bilan carbone de Shine, c'est toi qui l'as fait de A à Z. Exactement. Tu t'es formé comment tu t'y as pris? Alors, déjà, en ayant fait deux, du coup, j'ai compris comment ça fonctionnait. En fait, c'est pas très sorcier, hein. C'est un bilan carbone, on prend des données et on les convertit en CO2, donc avec des facteurs d'émission. Donc, on va dire, en fait, justement, il y a cette méthode de j'ai dépensé 1000 euros en communication. En moyenne, on sait qu'un euro de communication, c'est 1 kg de CO2. Du coup, ça me fait une tonne de CO2. Ça, c'est la méthode pas précise, mais pratique et facile. Il y a une méthode un peu plus précise qui va être de dire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les flux physiques. Donc ça va être de dire, par exemple, au lieu de dire j'ai dépensé 10 000 euros en ordinateur, on va dire j'ai acheté 4 ordinateurs, des ordinateurs assez chers, j'ai acheté 4 ordinateurs, et on sait qu'un ordinateur en moyenne c'est ça, et donc du coup on va avoir un truc plus précis. Puis après, bref, il y a encore d'autres niveaux de précision, je ne vais pas rentrer dedans, mais dans le détail. Donc voilà, en fait c'est assez simple la méthodologie. Donc nous on a utilisé un outil qui s'appelle Sweep, qui est un outil où c'est à peu près ça quoi. L'idée c'est de dire voilà, en gros on a acheté, je liste ce qu'on a acheté, nos dépenses, nos activités, etc. Et je vais choisir le facteur d'émission qui convient, et du coup ça me calcule le bilan. Ce qui est hyper pratique avec Sweep, c'est que c'est hyper bien adapté quand il y a plusieurs bureaux, plusieurs équipes, pour avoir une vision, ce qu'ils appellent en arbre en fait. Donc tu as une vision vraiment par équipe ou par typologie. Et donc c'est assez facile à faire en fait, et c'est assez accessible même si on n'est pas un expert carbone, ce qui n'est pas mon cas, hein. Moi, j'avais vraiment appris sur le tas en bossant pour Shine, mais j'ai pas fait d'études pour devenir expert carbone ou faire des bilans carbone, quoi. Et du coup l'outil est assez simple d'accès pour les gens qui connaissent un peu le sujet mais ils sont pas experts, quoi. Ouais, je vois très bien. Et ça permet quand même de mesurer des éléments comme par exemple les déplacements domicile-boulot pour les collaborateurs. Tout à fait. Alors, en fait, ça va pas forcément le mesurer directement, mais c'est moi qui vais faire un sondage. D'ailleurs, je peux le faire avec l'outil. Je vais faire un sondage, je vais demander, voilà. Donc, par exemple, le dernier bilan, on était sur une base de 100 collaborateurs, il me semble, parce que du coup, on va faire une sorte de moyenne entre le début de l'année et la fin de l'année, puisque comme on a recruté 50 personnes dans l'année, du coup, bref. Donc, on était parti sur 100 personnes en moyenne sur 2021. Et du coup, je leur fais un questionnaire en demandant voilà, vous habitez à quelle distance du bureau, vous venez comment, est-ce que vous venez combien de jours par semaine aussi, parce que chez Shine on a un télétravail à volonté, donc tout le monde ne vient pas tous les jours. Et voilà, et donc du coup je récupère toutes les datas, et je vais mesurer le nombre de kilomètres, le moyen de transport, et voilà, et c'est assez facile à mesurer. Bon, quand on est 100, quand on sera 10 000 ce sera peut-être une autre paire de manches, mais après tu as des outils pour l'automatiser, c'est assez simple. C'est du bon sens, mais c'est aussi beaucoup de rigueur, quoi. Ah oui, ça reste un truc de comptable, hein. C'est pas pour rien qu'on parle de comptabilité carbone, ça demande quand même de la rigueur, et ouais. Et petit fun fact, chez Shine en 2021, on avait toujours 0 personne qui utilisait une voiture ou un scooter pour venir au bureau. Sur 100 personnes? Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. J'ai pas encore les chiffres de cette année parce que j'ai pas encore fait le questionnaire, mais probablement qu'il y en a un ou deux qui vont arriver. Mais à l'époque, il y en avait 0. Donc ça, c'était chouette. Et justement, prenons ce bilan carbone de 2021. Si on rentre un petit peu dedans, qu'est-ce qu'il révèle très concrètement sur la répartition des principaux postes émetteurs? Alors, on a un poste émetteur qui est toujours un principal. Pardon,
vais reprendre. On a un poste principal d'émission qui est toujours le même en fait depuis le début. C'est notre partenaire bancaire qui s'appelle Trésor. En fait, ce qui se passe, donc, c'est que Shine, on n'est pas une banque à proprement parler. Donc, on est on appelle souvent ça une néobanque, même si on n'a plus le droit d'utiliser ce terme. Mais en gros, l'idée, c'est que nous, comme on n'a pas les agréments bancaires, on se repose sur une structure qui est capable d'opérer les comptes, quoi. La structure en question, elle s'appelle Trésor. Je simplifie énormément, hein, mais c'est l'idée. En gros, le compte Shine, c'est une carrosserie et Trésor, c'est un peu le moteur qui fait tourner le truc, quoi. Et en fait, c'est pas gratuit, on les paye, c'est un service qu'on leur paye, et comme tout service, on doit l'intégrer dans notre bilan carbone. Et le problème, la chose qu'on a découvert à l'occasion du premier bilan, c'est qu'en fait, on n'avait pas de moyen de le mesurer précisément, en fait. Donc on a fait ce dont je parlais tout à l'heure, c'est un ratio monétaire. On a dit, je vais donner des chiffres complètement aléatoires, mais on a dit on paye 1 000 euros par an Trésor. On sait qu'en moyenne, ce type de service bancaire, ça représente 1 kg par euro, 1 kg de CO2 par euro dépensé, donc ça fait 1000 kg de CO2. Évidemment, et donc au final, ça représentait la moitié de notre bilan carbone. Donc ça ne nous plaisait pas énormément, puisque c'est-à-dire que déjà, tu as la moitié de ton bilan, tu ne peux pas agir dessus, quoi. Tu peux rien faire. Et en plus, tu sais qu'il est mal mesuré, c'est une grosse approximation, puisque c'est pas lié à ton prestat à toi. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé de faire leur bilan carbone. Et du coup, on a pu s'attribuer ce qu'ils ont accepté de faire, donc ça c'est hyper cool. Et on a pu s'attribuer, on a pu se dire, nous on représente, pareil, j'en ai des chiffres complètement random, mais on représente X% de leur chiffre d'affaires. On sait qu'ils ont émis, 100 tonnes de CO2, et du coup, on va se prendre X% de ces 100 tonnes, et voilà. Et du coup, ça a diminué un petit peu notre bilan, de manière purement comptable, mais surtout, on avait une bien meilleure vision de la chose, quoi. Donc ça, c'est le poste principal, c'est toujours le principal, c'est entre un tiers et la moitié à chaque fois, quoi. La première année, on avait un gros poste d'émission qui était l'avion, parce que quand on était 30 à l'époque, on avait fait un séminaire j'ai un truc de mémoire, j'étais pas encore là, mais je sais plus si c'était allé à Barcelone ou à Lisbonne, enfin bref, peu importe. Et en fait, ça représentait, je crois, quelque chose comme un quart du bilan. C'était monstrueux, juste pour 30 personnes qui ont fait un aller-retour. Donc là, on en reparlera tout à l'heure, mais décision immédiate, plus de séminaires en avion. Et après, les autres postes, on a le matériel informatique, puisque du coup, comme on est en forte croissance, on achète régulièrement des ordinateurs pour les nouveaux employés. On a la nourriture, en fait, le déjeuner des employés, ça rentre dans le bilan carbone. Donc c'est un truc que j'ai appris en faisant le bilan carbone. En réalité, comme l'employé, en fait, ce qu'il va manger le midi, ça dépend de là où il est, ça dépend des restos qu'il y a ou de la cantine qu'il y a, ou des possibilités. Ça rentre dans le bilan carbone de l'entreprise. Et ça, en fait, ça représente une grosse partie, même si chez Shine, on a la moitié environ des gens qui mangent végétarien, ce qui diminue beaucoup cette partie-là. En fait, malgré tout, ça représente une grosse part de l'empreinte. Et au passage, une part sur laquelle c'est assez difficile de jouer, parce qu'on ne peut pas interdire aux gens de manger de la viande. Donc, c'est ça. Ouais. Tout ce que je peux faire, c'est un peu leur rappeler régulièrement et les former sur le sujet, leur dire s'il y a le choix entre un truc végé ou un burger, plutôt essayer de prendre le végé de temps en temps. Mais sinon, c'est assez difficile d'agir. Sauf sur, encore une fois, les séminaires ou les événements d'entreprise. Là, on a décidé que chaque fois que c'est Shine qui paye, il n'y a pas de viande. C'est une charte qui définit... Ok, très clair. Tu peux me parler de chiffres, très concrètement, sur le bilan carbone? Ouais, alors, le premier, je vais te dire le dernier, ça va être plus près dans ma tête. Le dernier bilan, donc 2021, c'est 300 tonnes, 304 tonnes, je crois précisément. Du coup, c'est un tiers. Alors, tous nos bilans sont publics, donc il suffit de taper bilan carbone Shine dans Google et vous pouvez retrouver les trois bilans. Et à chaque fois, il y a un article qui décrit le bilan, avec le camembert, avec les différents postes, et on décrit un peu ce qu'on a appris, etc. Et donc, dans le dernier bilan, on retrouve, il me semble que c'est un tiers, Trésor, nos services bancaires. On a une grosse partie qui est liée à l'alimentation. J'ai plus exactement le chiffre, mais je me demande si c'est pas genre 20%, quelque chose comme ça. Et en fait, qui augmente puisqu'on augmente la taille de l'équipe.
On a une grosse partie aussi qu'on a découvert, on s'y attendait, mais qui a émergé en 2021, c'est la publicité. En fait, on a fait pas mal de pubs pour la première fois, que ce soit des pubs dans le métro ou on a tourné un spot télé pour diffusion. Donc, le tournage était en 2021, donc il est dans le bilan 2021, et la diffusion était en 2022. Donc ça sera dans le prochain bilan. Et ça, en fait, ça représente énormément. De mémoire, c'était 40 tonnes sur les 300. Et l'immense majorité de ça, c'est je crois que c'est 30 sur les 40 tonnes, c'est le tournage en fait. Pour la petite anecdote, donc on a organisé ce tournage, on a bossé avec une agence créa, et on leur a dit par contre nous on veut pas prendre l'avion en fait, on prend pas l'avion pour un séminaire, on va pas prendre l'avion pour aller faire un tournage quoi. Et donc on a fini en Belgique. Au passage ça nous a coûté 30% plus cher le tournage, parce qu'en fait on a découvert que ça se faisait beaucoup d'aller soit au Brésil, soit je sais plus en Croatie, en Slovénie, pour deux raisons. C'est moins cher, et deux, en fait il y a le soleil, et si on veut qu'il fasse beau dehors dans la pub, il faut que ça soit tourné à un endroit où il y a une chance d'avoir du soleil quoi. Bon, nous on l'a fait en Belgique au mois de novembre. Il faisait pas beau? Il faisait pas très beau, mais c'était pas le but, c'est en intérieur, la pub est en intérieur, donc on s'en foutait. Et évidemment on y allait en train, et on a essayé de faire en sorte que les gens viennent en train. Dans mes souvenirs, on a pris des acteurs qui étaient en train, enfin je sais plus si c'était belge, mais c'était dans le coin quoi. Et on a découvert l'empreinte monstrueuse des tournages en fait, puisque tu as beaucoup de camions avec des générateurs qui marchent au gasoil, enfin bref, c'est une cata. Et donc voilà, donc on a ce gros poste en 2021 qui ne sera pas en 2022. Et on a toujours l'informatique, même si on est passé autant que possible, on achète des ordi d'occasion, reconditionnés. Donc ça diminue énormément l'empreinte, mais malheureusement on ne peut pas acheter que ça. Il y a des moments où on a besoin soit on n'en trouve pas tout bêtement, soit il y a dans certains cas on a besoin d'ordi neuf, et donc ça c'est pareil, ça représente une partie assez importante. Mais quoi qu'il arrive, votre bilan carbone, on en parlait en off, il est amené à en fait plutôt grossir vu que la boîte est en hyper croissance. C'est le gros problème des startups, c'est que de base, il y a 4 ans il était à 0, donc déjà forcément il va augmenter. Et évidemment, vu que l'équipe augmente, l'activité augmente, il ne va faire qu'augmenter. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que plus tu le fais tôt, plus tu peux voir ce qui va augmenter, et du coup tu peux essayer d'éviter les dérapages et tu peux essayer de le freiner. Il y a des trucs qu'on ne pourra jamais rien faire. Par exemple, l'alimentation, ça, voilà, de fait, si on embauche 300 personnes, même s'ils mangent tous végétariens, ça augmentera l'empreinte. Le matériel informatique, on peut en acheter de l'occasion autant que possible, mais il y aura toujours un peu de neuf, on va quand même être amené à en acheter, donc c'est assez compliqué. Après, il y a des trucs, il y a aussi toute l'activité type Trésor, etc. Ça reste, on peut pas faire énormément, à part les inciter à réduire leurs émissions, mais même eux, ils ont les mêmes problématiques. Les trucs qui sont... Il y a quand même des trucs sur lesquels on peut jouer. Je parlais de l'avion, il y a quand même acheter du reconditionné, limiter la viande. Alors nous, on a un cas on a de la chance, c'est que les gens ne prennent pas la voiture. Donc là-dessus, on n'a pas grand-chose à faire, mais on est déjà propre. Mais il faut le maintenir. Pour les entreprises où il y a beaucoup de voitures, par exemple, tu peux mettre du télétravail en place, ça limite des trajets. Il y a pas mal de choses à faire qui peuvent permettre de limiter malgré la croissance. Et après, au final, ce que font la plupart des startups, c'est tu vas mesurer ton empreinte, pas de manière absolue, mais rapportée à l'employé ou au chiffre d'affaires. En fait. Donc on sait que pour là typiquement, donc on avait 300 tonnes pour 100 employés, donc on était à 3 kilos de l'employé. Et du coup, en 2022, j'espère qu'on sera pas plus. Voilà, je n'ai aucune idée, mais j'espère qu'on sera... Sur un objectif de stabilisation, voire de baisse par employé. Alors, l'idéal, c'est de la baisse par employé, évidemment. Mais encore une fois, tout dépend de où on... Pour recadrer quand même, l'objectif au niveau mondial, c'est de diminuer par 2 nos émissions de CO2. Donc tout le monde doit diviser ses émissions de CO2 au maximum. Après, selon que tu es une grosse entreprise ou une entreprise existante depuis longtemps et que tu as déjà une marge de manœuvre, tu vas pas avoir la même... ça va pas être la même trajectoire qu'une entreprise qui vient de se créer et qui est déjà relativement propre et pour laquelle du coup on peut pas faire grand-chose. Pour donner un exemple, d'ailleurs on en parlait, parce que j'essaye aussi de faire des focus sur des petits sujets. Donc j'avais publié un article sur l'empreinte carbone de notre campagne dans le métro. Et du coup, j'étais arrivé à la conclusion de comment on peut faire pour la réduire.
La réponse était, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a une option, c'est de ne pas faire de pub. Ça, c'est quand même la chose la plus simple. Le problème, c'est que du coup, si on ne fait pas de pub, nous, ça peut être des concurrents qui vont en faire, qui ne sont pas forcément plus propres, et du coup, c'est eux qui vont se développer, nous, on va peut-être avoir des difficultés, et donc au final, c'est hyper compliqué. Il y a un objectif qu'il faut garder en tête, c'est de réduire au minimum l'empreinte carbone, en absolu. Évidemment, quand ta boîte grossit, c'est très compliqué, mais du coup, il faut essayer de viser par employé ou par chiffre d'affaires, vraiment la réduire au minimum. Tu parlais tout à l'heure de l'exemple parfait des tournages où ça vous a coûté 30% plus cher de le faire Ouais. en Belgique. Comment ça se passe sur des cas concrets comme ça, où tu dois aller voir ta direction et leur dire, voilà, alors pour des raisons écologiques, on va devoir faire ce Ouais. choix B qui va vous coûter X% plus cher. Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que ma direction est elle est hyper chaude sur ces sujets-là. Donc c'est assez facile. Je ne vais pas avoir une aventure incroyable à vous raconter parce que à vrai, ça a été assez simple. Euh, déjà, voilà, vraiment la direction pousse sur ces sujets, donc c'est relativement simple. Ensuite, on n'avait pas un budget non plus mirobolant, hein. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on ne parle pas de dizaines de millions d'euros, hein, de budget de tournage, donc 30% de plus, c'était pas non plus la ruine. Euh, en fait, l'autre truc qui est hyper important, c'est que il y a deux autres choses qui sont hyper importantes. La première, tout le monde est formé chez Shine au réchauffement climatique. En fait, tout simplement, tout le monde chez Shine a fait une fresque du climat. Donc c'est moi qui l'ai fait à tous les nouveaux arrivants et à tous ceux qui étaient déjà arrivés quand on a mis en place cette politique. Donc tout le monde a en tête ce qui nous attend et en gros les deux trois trucs à faire pour limiter les dégâts. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde dans sa fiche de poste a une incitation à agir sur ces sujets-là. Donc concrètement, si on avait fait ce tournage-là au Brésil, les responsables marketing qui ont fait ce tournage-là, ils n'auraient pas été virés, hein, mais voilà, on aurait pu dire là sur la partie environnementale de ton job, là tu t'es raté, donc voilà, comment on fait pour recadrer. Et en fait, comme c'est hyper intégré dans la culture de la boîte, c'est hyper simple. Ça a vraiment été très très simple et j'ai vraiment pas eu à me battre. Alors tu as parlé de la fresque du climat, est-ce qu'il y a Ouais. d'autres actions de ce type très concrètes que tu as mises en place et qui aident à la transition écologique de Shine? Alors la principale, c'est clairement la fresque. Pour ceux qui ne connaissent pas, la fresque, c'est un atelier de 3 heures qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Cédric Ringenbach. Et le concept, c'est de prendre le rapport du GIEC et avec des petites cartes, et on joue par groupe pour reconstruire la chronologie en fait du réchauffement climatique. Et ça permet de comprendre ce qu'il cause, comment il fonctionne et quelles sont les conséquences. Et c'est un atelier, franchement, si vous avez l'occasion de le faire, allez-y, parce que c'est vraiment très très bien. Euh, et donc voilà, la première pierre, c'est vraiment, on va dire, une sorte de culture commune et de grammaire commune autour de ce sujet-là. C'est-à-dire que quand même, tu arrives dans une boîte, tu es nouveau, tu arrives, et on leur laisse quand même un mois de répit généralement, mais au bout d'un mois, on te prend 3 heures avec un gars qui va t'expliquer que ça va très très mal, quoi. Et qui du coup leur explique aussi pourquoi Shine fait ça, etc. Donc ça permet d'avoir un socle commun, on va dire. Après, je commence à mettre en place d'autres ateliers, mais plus sur le volontariat, pour ceux qui veulent agir à titre individuel, comment réduire son empreinte. Donc ça va être des ateliers du style inventons une vie bas carbone ou des trucs comme ça. Après, au quotidien, en gros, moi je vais travailler avec chaque équipe, que ce soit pour le bilan carbone, je vais leur récupérer les données. Je vais évidemment présenter le bilan carbone à toute l'équipe. Et après, sur des sujets plus ponctuels comme ça, typiquement au market, parce que je travaille beaucoup avec le market, je vais m'immiscer dans les boucles pour leur dire là, par exemple, ça serait bien de faire comme ci, là, ça serait bien de faire comme ça, quoi. Donc, j'ai un job assez. Un peu de fouine, hein, on va pas se mentir. Mais non, mais en vrai, comme je connais, on bosse hyper bien tous ensemble. En fait, même les gens ont pris le réflexe de venir me voir et de me dire ok, là on a ça, comment est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts, quoi. Et, un exemple tout bête, on va à un congrès à la fin du mois de septembre. On va avoir un stand et du coup, tout le monde a intégré dans la construction de ce stand de ok, comment on fait pour que ça soit pas trop dégueulasse, quoi. Et du coup, moi, j'ai été intégré dans la discussion, j'ai pu apporter mes idées, j'ai pu apporter mes trucs, et du coup, tout le monde a participé à ça. Et donc voilà, c'est la deuxième on va dire le deuxième pilier, c'est comme on a tous
notion de ce qui se passe, derrière, tout le monde est incité à agir et à faire attention. Et tes personnes ressources, toi, Ouais. pour les aider, Exactement. presque comme un consultant en interne, en Un fait. peu, ouais. Ok, très clair. Mais du coup, je peux pas clore cette petite séquence là sur ce que vous avez mis en place très concrètement sans te poser la question de la participation au capital de la Société Générale. Ouais. Est-ce que c'est un blocage? Pas du tout. Pas du tout. Alors, on a été Bicorp, on en reparlera peut-être tout à l'heure, on a été Bicorp juste avant le rachat. Ouais. D'ailleurs, à la fin de l'année, il va y avoir la recertification. On avait fait le premier bilan, même 2 bilans, si je ne dis pas de bêtises, avant le rachat. Et depuis, on a continué à développer des choses en lien avec Bicorp, on a continué à faire nos bilans carbone, on a lancé Climate Act après le rachat. Quelques mois après le rachat, on a rejoint le 1% pour la planète. Enfin, voilà, donc en gros, il y a vraiment aucun problème. Il y a vraiment aucun sujet. Ok, très clair. Du coup, là, votre rôle, plutôt vers l'externe maintenant, c'est de mobiliser et d'embarquer avec vous. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément du Climate Act? Ouais. Alors, effectivement, la deuxième partie de mon rôle, c'est de se dire, ok, il y a une première partie, comment on fait pour réduire l'empreinte de Shine, de l'entreprise elle-même. Mais comme on l'a vu, l'empreinte, elle est relativement faible et les marges de manœuvre sont assez faibles. Donc, il n'y a pas gros. Si je me concentrais que là-dessus, franchement, ça ne serait pas un impact énorme, hyper important, mais pas énorme. Et du coup, il y a une deuxième partie, c'est de se dire, en fait, nous, on fait partie d'un écosystème, l'écosystème des startups en général, quoi. Et on fait partie d'un autre écosystème, les deux se superposant d'ailleurs, mais des petites entreprises et des indépendants, puisqu'on est leur compte pro, quoi. Et en gros, la question, c'est de se dire comment on fait pour faire bouger ces deux masses-là, quoi. Sachant que, grosso modo, dans le meilleur des cas, c'est un sujet qui les intéresse pas spécialement. Dans le pire des cas, ils ont vraiment pas le temps du tout, quoi. Alors, évidemment, dans le bien meilleur des cas, il y a aussi ceux qui s'y intéressent et qui font déjà des choses. Faut pas les oublier. Mais en majorité, quand on demande, voilà. Du coup, pour l'écosystème startup à la base, d'ailleurs, qui s'est ouvert un peu qui s'est ouvert à toutes les entreprises, il y a eu cette idée du Climate Act. Il y a eu vraiment l'idée de se dire, nous, on joue le jeu de la transparence. Quand on publie des bilans carbone, ça titille des startups. Il y a des startups qui ont envie de se bouger. D'ailleurs, ça peut être la direction qui nous appelle, ça peut être parfois des employés qui me disent moi, j'aimerais bien faire bouger ma boîte là-dessus, comment je fais? Donc, en gros, on sentait qu'il y avait un truc. Et en même temps, on trouvait que c'était hyper, un peu gênant, en fait, que les startups disaient ouais, on est les futurs champions de demain, machin. Et derrière, on fait rien pour l'écologie, quoi. On est là pour l'innovation, on est là pour sauver le monde, machin, mais derrière, on ne fait rien du tout contre le réchauffement climatique. Et donc, on a lancé le Climate Act en se disant, voilà, on va faire cette tribune en disant aux entreprises, aux startups et aux entreprises en général, c'est super bien, voilà, c'est bien de dire que vous voulez vous activer et tout. La première chose à faire, c'est quand même de monter sur la balance, quoi. Il faut se dire, ok, combien vous émettez de CO2 ? Et après, vous pourrez dire, voilà, maintenant, on va faire ci, ça, ça et ça pour réduire. Et au moins, c'est précis, quoi. Donc, vous avez obtenu 100 signatures sur la première tribune. Ouais. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, il y en a 330, si je ne dis pas de bêtises. 330. Et sur ces 330 entreprises qui ont signé, combien ont fait réellement un bilan carbone? Alors, je n'ai pas le chiffre précis, mais les bilans sont... en fait, donc, il y a 3 engagements en rejoignant le Climate Act. Le premier, c'est faire un bilan carbone complet, ça c'est hyper important, donc scope 1, 2 et 3. Le rendre public et évidemment réduire son empreinte. Pour le rendre public, en fait, il n'y a pas d'obligation de le rendre public sur une plateforme en particulier ou je sais pas quoi. Donc nous, on a mis en place une plateforme pour permettre aux entreprises qui le voulaient d'avoir un truc centralisé et simple à utiliser. Donc pareil, les bilans sont publics sur cette plateforme-là. Donc ça, c'est la plateforme s'appelle Passerelle. Si vous tapez Passerelle Climate Act, je suis désolé, j'ai plus le URL, mais si vous tapez Passerelle Climate Act, vous tomberez dessus directement. Et là-dessus, j'ai pas le chiffre, mais il y a, je crois pas loin de 200 bilans. Après, il y en a plein d'autres qui l'ont publié sur leurs propres outils, leurs propres blogs, et en fait, j'ai pas fait le décompte, donc j'ai pas de chiffre précis. Après, il faut pas se mentir, c'est certain qu'il y en a qui ne l'ont pas fait aussi. Il y en a aussi qui viennent de le rejoindre, qui l'ont pas encore fait, qui sont en train de le faire. Mais dans l'ensemble, la majorité l'ont fait et l'ont rendu public. 2 tiers en soi, c'est déjà pas mal, ouais.
très bon chiffre, ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux me parler de ta vision sur l'engagement de l'écosystème startup au global? Tu disais peut-être pas assez sur la transition écologique. Bah, moi, je suis assez optimiste parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand il y a 3 ans, on a fait le premier bilan carbone, j'avais l'impression que c'était vraiment pas un sujet. Il y avait quelques startups, un peu, on va dire, dans l'ESS qui l'avaient fait, ou quelques startups dont c'était un peu le cœur de métier. À ma connaissance, on était la première startup, enfin la première fintech, ça c'est sûr, et la première startup, on va dire, ouais, donc c'était pas le cœur de métier, à le publier, à le faire, à le publier. Depuis, il y en a eu plein. Je dis pas que c'est grâce à nous, hein, mais depuis, il y en a eu plein. Et j'ai le sentiment que depuis, il y a pas mal de startups, en tout cas, qui se posent la question. Toutes ne le font pas, mais j'ai l'impression que beaucoup se posent la question à un moment de, OK, on doit le faire, on ne doit pas le faire, et on avisera. Et donc pour moi, c'est déjà un gros progrès. J'ai un peu l'impression que on évite un peu le greenwashing parce que souvent, alors évidemment, il y a encore beaucoup trop de startups qui se disent être neutres en carbone ou des trucs comme ça. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de boîtes qui le font, qui le publient, qui essaient d'être pédagogues sur le sujet, et des boîtes dont c'est encore une fois pas le cœur de métier. Donc moi je serais plutôt optimiste. J'ai quand même l'impression que ça bouge, et au final assez vite, c'est en 3 ans, donc j'ai l'impression que ça bouge pas mal. Euh, J'aurais aimé que un des critères pour faire partie du Next 40 et du French Tech 120, ça soit d'avoir fait son bilan carbone et de l'avoir rendu public. À ma connaissance, d'ailleurs, c'était une des demandes du Climate Act. À ma connaissance, c'est toujours pas le cas. Ça, c'est un peu dommage. Mais je perds pas espoir, ça peut tout à fait arriver comme ça. Moi, j'irais même encore plus loin. J'aimerais que l'une des conditions pour pour faire partie du Next 40, ce soit d'avoir une démarche d'impact au global et pas que sur l'aspect carbone, en fait. Ah bah carrément, ouais. On pourrait se dire qu'on essaye de faire en sorte que nos futurs champions soient vraiment irréprochables sur tous les plans. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, il y a pas mal de signes hyper positifs. Je pense par exemple à des clusters comme des communautés comme France Digital qui se penchent de plus en plus sur cette question d'impact, qui font des rapports sur le métier émergent de Chief Impact Officer, qui en gros, si je caricature, un peu l'équivalent du responsable RSE en startup, mais avec des termes un peu plus stylés. Alors, il y a, je sais plus qui, donc j'espère qu'il ou elle me pardonnera, je vais lui voler son expression, mais qui avait dit dans je sais plus quelle interview que la différence entre le Chief Impact Officer et le responsable RSE, c'était que le Chief Impact Officer, il y avait cette notion de KPI aussi, quelque chose de plus chiffré, de plus, voilà, donc ce qui peut blesser les responsables RSE, donc désolé. Mais ouais, j'ai l'impression, de toute façon, c'est des métiers encore tout nouveaux qui regroupent une réalité différente selon la boîte. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, dans le côté Chief Impact Officer, il y a ce côté un peu plus start-up, métrique, machin. Oui, c'est l'ADN startup qui apporte cette dimension, Ouais. bosser peut-être un peu plus avec des OKR, des Et métriques. à ma connaissance, la plupart des Chief Impact Officer en startup, ils sont Chief Impact Officer. Ils ne sont pas responsables, enfin, ils sont pas directeurs com et impact ou directeur RH et impact, ce qui est plutôt positif. Et pour la petite histoire, c'est pour ça que mon poste, c'est pour ça que j'ai arrêté la com moi chez Shine, parce qu'à la base, je m'occupais de ça en étant à la com, et on a voulu les séparer pour vraiment pas faire de mélange des genres, et aussi parce qu'on voulait investir à temps plein sur le sujet. Mais c'est un truc hyper important, ouais, de faire attention à séparer responsable RSE et com, enfin RSE, impact ou peu importe quoi. Mais c'est des métiers différents qui n'ont rien à voir, et donc si on veut être sérieux sur les deux sujets, faut vraiment les séparer les deux, quoi. Et un des trucs qui me rend optimiste, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus en tout cas je vois passer de plus en plus de posts sur LinkedIn, d'ouverture de postes de Chief Impact, responsable transition, enfin bref, les différentes déclinaisons, quoi, mais de plus en plus de postes comme ça, et d'ailleurs à des postes de manager ou responsable, mais aussi de comment dire, de N-1 quoi. Et donc ça veut dire que les équipes s'étoffent, quoi. Donc c'est vraiment cool. Oui, c'est important d'ailleurs parce que tu dis, parce que les études révèlent que l'un des gros pain points des responsables RSE dans les boîtes, c'est justement le manque de moyens et notamment le manque de personnes dans leur pôle pour mettre en place les idées qu'ils ont, tout simplement, parce qu'en fait, en soi, généralement, on manque pas d'idées quand on fait de la RSE. Mais je suis d'accord avec toi sur l'aspect Chief Impact Officer qui est plus orienté chiffres, et je pense aussi avec une approche plus pragmatique en fait de la RSE, de se dire que la RSE finalement c'est principalement du bon sens. Bien sûr, avoir un diplôme là-dedans, ça peut aider, mais en réel, n'importe qui peut s'y mettre, n'importe qui peut porter ce sujet dans la boîte. Tout à fait. Ce qui est hyper important, c'est d'abord, autant que possible d'avoir le soutien de la direction.
de pas être là juste pour faire de la déco, quoi. Et surtout, c'est effectivement de chiffrer. On peut pas se dire responsable si on n'a pas un truc pour le montrer, quoi. C'est hyper important. Et du coup, justement, tu as récupéré récemment un sujet d'impact un peu plus global que la transition écologique, puisque tu t'occupes maintenant aussi du renouvellement de la certification B Corp. Qu'est-ce que vous avez... Alors, on va pas rentrer dans le détail non plus des 5 piliers B Corp, tout ce que vous avez mis en place, mais très concrètement, pourquoi Shine a voulu devenir B Corp et qu'est-ce que ça implique? Est-ce que tu as des exemples d'actions très concrètes? Carrément. Alors c'est toujours un peu la même logique, c'est qu'on avait l'impression de faire les choses bien, mais on n'avait pas de, c'est bête, mais on n'avait pas de tampon qui disait c'est ok, quoi. Et du coup on s'est posé la question de qu'est-ce qui existait en fait comme label. Et c'est au moment de l'émergence de Bicorp, ça commençait à être très à la mode en France, et ça nous paraissait hyper solide en fait. Justement, tu as les 5 catégories, tu as 200 points en tout. Enfin, c'est un truc assez précis et vraiment pas facile à avoir. Et donc, ça nous a semblé être la bonne solution, enfin le bon outil. Donc, on a essayé d'être certifié justement pour avoir ce côté ok, c'est bon, le job est quand même bien fait. Et aussi, il y a un gros avantage à Bicorp, c'est qu'en fait, concrètement, on a une grille de questions avec donc, ces fameuses 5 catégories, quand même rapidement, qui sont les collaborateurs, l'environnement, les clients, la gouvernance et j'oublie toujours la collectivité. Et la collectivité, merci. Et avec donc plein de questions dans chacune de ces catégories. À chaque fois, tu as un certain nombre de points et à la fin, tu dois avoir 80 pour être certifié. Et en fait, cette grille, au-delà du côté scolaire pour avoir tes points, elle est hyper intéressante parce qu'elle te donne plein d'idées. Et donc, c'est hyper chouette. On a à la fois le côté, on veut avoir les points et voilà, on voit où on en est. Et à la fois, on va avoir des idées des choses qui sont bien à faire pour s'améliorer dans chacune des catégories. Et ça, c'est une grille qu'on peut réutiliser tout au long de la vie de la boîte, quoi. On n'est pas obligé de la mettre dans un tiroir à la fin de la certification. Et notamment parce que, comme tu disais, tous les 3 ans, il y a une recertification. Donc, il faut rester au-dessus des 80. Et du coup, il faut reprendre la grille. Donc là, je viens tout juste de commencer le travail où j'ai repris la grille pour vérifier où on en était sur chacun des points et vérifier où est-ce qu'on pouvait où est-ce qu'on pouvait s'améliorer pour gagner d'autres points, où est-ce qu'on aurait pu s'améliorer, quoi, par exemple. Et puis surtout, tous les 3 ans, du coup, il faut avoir la data, il faut avoir les données pour prouver que vous avez bien tenu les engagements pendant les 3 années passées. Ouais, alors l'audit, je sais pas comment il est maintenant, mais à l'époque, l'audit, c'était pas de la blague, quoi. C'était vraiment, il fallait prouver, chaque fois que tu disais quelque chose, il fallait un doc qui le prouvait, quoi. C'était vraiment pas évident du tout. Super. Pour conclure, moi j'ai envie de te poser une question un petit peu d'ouverture. Qu'est-ce que tu conseillerais à des collaborateurs, C-level ou dirigeants de start-up qui se posent cette question-là de l'impact ou de la transition écologique, qui ont envie d'y aller mais qui ne savent pas par quoi commencer? Appelez-moi, on en discute. Sérieusement, je pense que c'est pas mal d'essayer d'appeler d'autres boîtes qui l'ont fait, en fait. Ça dépend ce qu'on met dans impact, etc. Si c'est tout ce qui est transition écologique, franchement, appelez-moi et je pourrais j'espère je pourrais vous répondre à quelques-unes de vos questions et vous orienter un petit peu. Dans tous les cas, moi, mon sentiment, c'est que si on veut faire les choses bien, il faut les faire en mesurant ce qu'on fait. Il ne faut pas juste dire ok, on va faire ça et puis c'est cool et puis on fait toute une com dessus et voilà. C'est le meilleur moyen de se faire taper dessus, en fait, de se faire accuser de greenwashing ou les différents washing qui existent. Si la boîte, que ce soit la direction ou les employés ou peu importe, veut vraiment être sérieux sur le sujet. Donc je vais prendre le sujet que je connais le mieux, c'est la transition environnementale ou le réchauffement climatique. La première étape, c'est faire un état des lieux, donc faire un bilan carbone, pour comprendre où on en est, comprendre ce qui va et ce qui ne va pas, et du coup savoir où agir, quoi. Et là, on pourra faire les choses utiles. Sinon, on va se retrouver à supprimer les tweets à la machine à café, à en faire un post sur LinkedIn, à se faire déglinguer, et ça ne servira à rien, quoi. Alors que si la démarche, elle est sérieuse et qu'elle est, on va dire, honnête et transparente, en fait, ça va très bien se passer, quoi. Ça va aller
Et puis surtout, vous ferez du bien à la planète et vous participerez à réduire le réchauffement climatique. Bah écoute, j'espère que ce discours va motiver plein de startups à se lancer sur le sujet et je te remercie du coup pour ta participation à ce podcast. Merci beaucoup. Boum, l'épisode est fini, mais on va envoyer à nos abonnés une ressource complémentaire de folie. Du coup, si t'es pas abonné, clique sur le lien en description. Et si t'es déjà abonné, bah tu gères. Bref, on t'aime d'amour. Merci et à très vite.